l'étranger. Donc merci tout le monde d'être là. Je me réjouis effectivement qu'on ait mélangé un peu les matériaux pour parler de ce thème central et qui va prendre de l'ampleur, je suppose, dans les années à venir, donc circularité, réemploi, etc. Alors de mon côté, je vais vous parler du bois. Je vais vous montrer quelques exemples de choses qui sont déjà de projets qui ont été réalisés en utilisant des matériaux réemployés. Et puis je vais vous montrer surtout des outils qui existent, on va dire normatifs, ou en tout cas techniques, qui permettent de mener à bien ce genre de projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dans son coin, au cas par cas, selon les opportunités. Il n'y a clairement pas encore de grosses filières adaptées pour ça. Et il y a quand même des enjeux techniques, en particulier pour le bois de structure. On va passer en revue assez rapidement. Et puis après, il y aura la table ronde pour voir s'il y a des questions sur cette thème-là. Ça, c'est la première page donc, du Lignatech sur le réemploi. Je l'ai remis là. C'est simplement pour poser la question pourquoi on boit alors qu'on est déjà relativement vertueux en termes de cycle carbone, d'énergie grise. On chercherait à aller encore plus loin en recyclant, réemployant. Vous avez ici le cycle avec effectivement le bois issu de la forêt, assez peu d'énergie, ça dépend encore des matériaux, mais pour le bois massif, pour la fabrication. Et puis finalement, cette matière qui peut être juste brûlée après avoir stocké quelques années dans les bâtiments le CO2, avec un cycle relativement vertueux. Mais on peut toujours aller plus loin, et c'est pas parce que on y arrive déjà bien en termes d'énergie grise, etc., on ne peut pas faire plus, sachant que c'est un peu dans l'ADN du charpentier de respecter la matière, ça reste de l'artisanat. On ne va pas couper un bout de bois si on peut le réutiliser. Si on fait la sciure ou du copeau, on va tout de suite le réutiliser dans l'entreprise. Donc voilà, ce thème de réutilisation, réemployer, recycler, ça marche aussi dans la filière bois. Et puis on va regarder un petit peu en quoi ça consiste, avec le focus sur la construction. L'idée là, c'est de continuer à stocker le carbone de la matière le plus longtemps possible. Donc, si on n'en a plus besoin dans un bâtiment, éviter d'aller tout de suite dans la filière énergie et garder encore ce carbone. Donc avant, avec cette notion d'artisanat, c'était relativement frais. Un peu perdu cette pratique, mais la réflexion, elle se réamorce. C'est pour ça que vous êtes là aussi. C'est pour ça que nous aussi, plusieurs actions, plusieurs choses se développent. Et je vais vous montrer quelques exemples du dernier bulletin bois sur ce thème-là, donc des projets déjà réalisés qui mettent en pratique le thème du réemploi. Et on va le voir très rapidement, il n'y a pas que du bois qui est réemployé dans ces projets, c'est toujours une visite globale. Il y a aussi du métal et aussi du recyclé. C'est toujours une démarche complète et ça sort clairement du cadre matériaux humains. Donc ce projet, K118 à Winterthur, que certains connaissent peut-être, où je ne rentre pas dans le détail, je vous montre juste grosse maille les données. On voit sur cette image du bois, des fenêtres, des structures en acier de la tôle qui sont issues soit de revendeurs de matériaux de réemploi, puisque les filières qui commencent à s'amorcer comme ça, ou de démolition et de rénovation situées dans la même temporalité pour réaliser ensuite ce projet. Donc c'est possible. Vous avez aussi la liste et aussi l'isolation. Il y a aussi des lavabos, des radiateurs qui ont été réutilisés. Donc ça va assez loin, cette capacité de réemployer dans une construction. Un autre projet de la même brochure qui s'est en consultation, je n'ai pas pu en distribuer, mais il y en a en consultation à l'entrée, à Münchenstein, où vous avez ici aussi un bâtiment avec la volonté de construire avec le moins d'énergie grise possible. Donc quand c'était possible, des éléments réutilisés, réemployés, avec en particulier les bois de façade qu'on voit, et aussi toute l'enveloppe de certains murs. Et puis, si ce n'était pas envisageable, de faire attention aux matériaux utilisés, soit biosourcés, soit recyclés au maximum.
On voit quelques images intérieures avec pas de revêtement sur les parois bois qui restent brutes, ça permet aussi d'économiser de la matière, des paramètres. Le plancher qu'on voit un peu moins sur l'image, près de l'escalier ici, qui est donc du réemploi, qui vient d'un hangar à bateau. Et puis les marches en bois d'escalier de chantier qui a été remployé pour l'élément final. Un autre exemple ici, à Bâle, avec effectivement 30% des montants bois des ossatures de façade qui sont issus d'une transformation, c'est-à-dire qu'il y a 150 mètres cubes de bois qui ont été prélevés dans des bâtiments qui devaient être démontés, donc plutôt poutres, pannes, etc., resciés pour faire des montants d'ossature, mais aussi la tôle métallique, des fenêtres qui ont été mises en place. Donc sur ce projet, effectivement, il y a eu une transformation, on a pris les américolés existants, des poutres existantes, on les a façonnés pour en faire d'autres éléments. Et c'est là où le bois est assez pratique, les constructions bois aujourd'hui, les systèmes d'ossature ou de plancher en planche juxtaposée, c'est parfait pour prendre du bois, du recyclage ou du réemploi, parce qu'il y a un peu moins d'exigences statiques sur ce genre d'éléments, et on peut vraiment assez facilement requalifier ces bois-là. J'en viens donc à cette notion de requalifier, ou comment on s'y prend pour savoir si le bois que je vais employer il fonctionne pour ce que je veux en faire. De nouveau, donc ce Lignatech, qui est aussi en consultation, réutilisation du bois de structure, récapitule les étapes de projet de réemploi. Vous allez trouver dans ce document les 3 parties: réemploi, réutilisation, recyclage, qui se séparent. Réemploi, ça veut vraiment dire que je prends un élément et je le conserve dans son état d'origine. Réutilisation, je prends une porte, j'en fais une table. Recyclage, comme dans le dernier projet que j'ai montré, on prend une poutre, on la recycle, on en fait autre chose, soit en upcycling, soit en downcycling, suivant ce qu'on fabrique. Le seul cas qui, à mon sens, est un peu complexe, et peut-être qu'à l'avenir, il y a des filières qui vont se faire pour ça, à grande échelle, je dirais, c'est la remise sur le marché. C'est là où il y a la plus grosse contrainte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va prélever un bois d'un bâtiment pour le remettre sur le marché, donc pas pour le réutiliser pour son propre projet, pas en rénovation directe, il va falloir pondre à la loi sur les produits de la construction, rédiger une déclaration de performance, et c'est un petit peu plus lourd à réaliser. Ça se fait par exemple pour l'utilisation du vieux bois. On va prélever sur d'anciens bâtiments et revendre en masse, quelque part, dans des magasins de fourniture, où ces éléments-là, ils vont devoir être soit retravaillés, éventuellement traités techniquement, pour répondre aux performances requises. Donc c'est un cas un peu particulier qui demande un peu plus de logistique. Mais sinon, globalement, avec le bois, c'est facile. Oui, la plupart des façons de construire en bois sont relativement réversibles, le vissage, etc. Ça marche pas dans tous les cas, bien évidemment. On a quand même des assemblages avec des tiges collés, mais voilà, sinon, on va prendre du bois, même à la tronçonneuse, ça se fait quand même assez facilement. Et puis ça se calcule, c'est-à-dire que soit on utilise la maintenance des structures, on a aussi un Lignatech dédié là-dessus, où on va comprendre comment on peut classer un bois qui a des fentes, qui a des attaques d'insectes anciennes, etc. Et puis, bien sûr, si on le remet dans le neuf, calculer à l'origine avec la norme actuelle. Et un vieux bois a la même capacité portante qu'un bois neuf. Un bois massif, il résiste pareil. Donc ça c'est simple, on sait le faire. Quelques exemples de réutilisation structurelle. Donc la halle Corba, qui a réutilisé une poutre existante, et puis la halle de Montbovon avec toute une structure bois démontée et remontée à un autre endroit. Donc ça tient. Quelques précautions d'usage, c'est essentiellement tout ce qui est traitement préventif, traitement chimique qu'il y a pu y avoir dans le passé. Le Lignatech permet de lister tous les éléments dangereux qu'il faudrait éviter de réemployer, avec des dates. On sait qu'à partir de telle date, ça n'existait plus. Donc ça donne beaucoup d'indications si on connaît la date de création d'un bâtiment. On peut, entendu, faire des prélèvements et tester en laboratoire pour savoir s'il y a des produits chimiques ou pas dans le bois qu'on veut réemployer. Et puis la question des cols, du délaminage, des insectes dont j'ai
parlé juste avant, qu'on va trouver de façon assez documentée dans d'autres documentations techniques énormes, donc on peut le faire. Quel coût? Ça a été dit la semaine passée, j'ai à peu près les mêmes chiffres. En gros, le coût du démontage, c'est le coût du montage neuf, parce qu'il faut aussi mettre un échafaudage, etc. Donc c'est un peu l'ordre de grandeur pour démonter tout un bâtiment. Et puis, je dirais que comme pour tous les autres matériaux, le défi aujourd'hui, c'est de créer une filière où on pourrait effectivement systématiquement conserver des éléments démolis ou démontés, éventuellement les contrôler, les reconditionner. Il y a des gens qui avancent là-dessus, il y a de la recherche là-dessus, comment mettre en place ce genre de filière, qui prend la responsabilité, qui garantit quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives, et puis ce qu'on trouve en masse aujourd'hui, avec soit les ressourceries, mais aussi certains charpentiers, des listes de bourgs sur matériaux, si on veut dire. Donc de poutres en stock, comme chez Fagus, par exemple, où on peut récupérer des choses qui n'ont pas été posées, ou un projet qui s'est arrêté en cours de route, et eux, plutôt que de jeter ou de brûler, vont le mettre à disposition. Voilà, j'arrive au bout. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à garder vos questions, étant donné qu'on a un temps un peu limité. Gardez bien précieusement vos questions et on va passer à notre prochaine invité. Tout de suite, merci Lucie. Tiens, un petit... Je t'invite à te tenir un peu à l'écart des poteaux, plus par ici, puisque je me sens que c'est pour ça que ça compte. Ça marche. Merci beaucoup. J'ai vu qu'on avait un projet en commun, Lucie, donc on passe un peu plus vite. Donc vous avez toutes les slides, vous avez plus d'informations dans le handout, vous n'avez pas besoin de tout noter aujourd'hui. Par contre, 3 éléments clés qu'on va vous donner aujourd'hui au niveau de l'acier, c'est que 1, c'est pas du prototypage, mais ça existe depuis longtemps, le réemploi. 2, c'est quelque chose qui coûte, certes un peu plus cher, mais qui est tout à fait faisable. Vous verrez les exemples, on a 11% à l'heure actuelle qui se fait en réemploi en acier. Et puis, le dernier point, c'est vous présenter brièvement aussi ce qui est derrière le mot éco-acier, qui intervient depuis 2010 en Suisse. Voilà, donc là aussi, on a notre cycle de matière. Les 2 éléments clés par rapport à ça au niveau du cycle de matière, c'est ces 11% au niveau du recyclage et les 88,5% au niveau du recyclage et ces 11% au niveau du réemploi. Donc on a un taux de circularité qui est supérieur à 99,5%. D'où vient l'acier? Il vient de l'écorce terrestre, c'est le 4e élément qu'on a sur Terre dans l'écorce terrestre, vous voyez 5,7%. Et puis on a beaucoup d'acier secondaire. Cet acier secondaire, c'est l'acier qui provient justement du recyclage, puisque ça fait plus de 3 un acier cyclé. Une slide pour faire le lien aussi avec François, par rapport à tout ce qui est lié aux minéraux. Le réemploi, le recyclage au niveau de ce qui est matériaux minéraux, on parle de 85%. Lorsqu'on prend les terres d'excavation, lorsqu'on prend tout ce qui sort des tunnels, des percements des tunnels, on en fait passablement en Suisse, on a de l'ordre du recyclage de 17%. On a toujours beaucoup de décyclage qui se fait dans la branche. Et puis l'élimination, on a nos décharges qui se sont remplies souvent en une dizaine d'années alors qu'elles sont dimensionnées pour 40 ans. Donc on a un gros problème au niveau des matériaux, au niveau d'enfouissement qui s'est fait. Il faut recycler plus et il faut surtout réemployer puisque c'est quelque chose qui a plus de valeur. Là, lorsqu'on parle par seconde, ce sont 500 kg de déchets de chantier qui sont générés. Chaque seconde, 500 kg. On a beaucoup trop démoli. Nous, on a banni depuis très longtemps ce mode de démolition. Il faut procéder à une déconstruction sélective. La démolition, ça veut dire utiliser beaucoup de violence pour casser quelque chose. Ça n'est plus du tout le but. Vous voyez ici cet exemple, ça c'est l'acierie de Garafingen à Soleure, qui utilise 100% de matière recyclée depuis les années 2003. Ça, c'est ce qui était démonté dans centre COP, qui est à Bâle. Tous les éléments ont été déconstruits, démontés, inventoriés, et puis les éléments du poutrelle que vous voyez là, c'est les poutrelles qui ont été utilisées dans le projet de la K118 à Winterthur. C'est ce que tu as montré, donc je ne m'attaque pas là-dessus. L'acier est aussi connu pour avoir une énorme capacité portant, donc renforcement d'ouvrage, structure légère pour pouvoir renforcer, pour pouvoir supporter d'autres charges sans sursolliciter
l'existant. Cette halle que vous voyez ici, qui est à Baoba, en 2015, elle a toute une histoire. C'est qu'en fait, c'était la première halle qui était à Bâle. Bâle, c'était la première gare, c'était le premier tronçon ferroviaire qu'on avait en Suisse. On est dans les années 1890. Et puis, elle a eu déjà 3 phases de vie. Et puis, elle est maintenant toujours comme une halle de quai, mais elle est utilisée pendant à peu près 80 ans par les CFF à Holton pour protéger les ouvriers lorsqu'ils faisaient des travaux d'entretien. Ça, c'était 1903. Un autre bel exemple, 1851, Exposition universelle à Londres. Et c'était prévu dès le départ de démonter cet ouvrage. 2 ans après, il était reconstruit à un autre endroit à Londres. C'était pendant très longtemps un centre culturel, un centre des arts, malheureusement qui a brûlé en 1936 et qui n'existe plus à l'heure actuelle. Plus proche de nous, Expo 02, pour celles d'entre vous qui y étaient, la firme CR Construction Métallique, qui est en Jura, a récupéré 3 lots des éléments d'acier de la reconstruction et a construit sa halle de thermolacage, une propre halle de construction métallique et une halle pour un client en 2002-2003 avec les éléments issus de l'exposition d'Expo 02. Un autre exemple au niveau des Autrichiens, aussi une exposition temporaire de l'ordre de 6 mois, 40 mètres par 40 mètres, sous-tendu, vous voyez encore l'atomium qui est derrière, vous connaissez sans doute. Dès le départ, c'était prévu de reprendre cette structure, de la mettre ailleurs. Ils en ont fait un centre culturel et en 2011, il a été encore rénové une 3e fois, on a donné une 3e phase de vie pour prolonger la durée de vie. Et ça, c'est la durabilité. C'est plus le développement durable, c'est la durabilité, le fait de prolonger la durée de vie d'un ouvrage. Autre exemple, Guy Weinmeier fait tout le concept du musée des transports à Lucerne. Il n'avait plus besoin de ce petit pavillon pour le restaurant, donc il y a eu une annonce qui est apparue pour... j'arrive plus à le mettre, c'est pas grave. Juste, voilà, une annonce qui est apparue pour liquider le pavillon, et un architecte s'est dit, évidemment, moi je vais récupérer ce pavillon. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il est venu dans le site, de Citover, qui est à Saint-Gall, un site industriel, artisanal, et il a construit son appartement au sommet de l'élément où on a fait la chaufferie, vous voyez encore la cheminée qui est derrière, et il a construit son appartement en reuse là-dessus. Et ça marche, il est toujours sur place, on a fait notre assemblée l'année passée là-bas. Autre exemple, cette passerelle provisoire à Zurich, sur le pont de Hordbrücke, c'était réutilisé maintenant pour relier 2 éléments. Et puis, vous voyez ce que ça donne, ça c'est Stuttgart Primas Architect qui l'a fait dans le quartier Zwickau à Zurich. Donc oui, la réutilisation, c'est un bon moyen de construire. On épargne tout le capital énergie grise qu'on a investi dans le bâtiment, sans quoi, avec la démolition, on détruit ce capital. Destruction de capital, ça veut dire qu'on supprime une valeur, soit financière, soit une valeur aussi qui est esthétique, soit une valeur qui est morale. Donc si on a un exemple ici, on a besoin d'avoir un IP 300, un IP 100, un S235. On aurait disponible un IP 100, mais qui a des caractéristiques techniques meilleures, un S355. Certes, c'est possible de l'utiliser, on aura un peu plus de résistance, on n'aura pas beaucoup plus de masse par rapport à ça. Par contre, si quelqu'un recourt à un HEB 100, voilà, on aura beaucoup trop de tonnages qui sont utilisés. À l'heure actuelle, on peut aussi utiliser des aciers à haute résistance qui permettent dans chaque projet d'économiser 40 à 50% au niveau des tonnages de matière. Donc par rapport à cette réemploi, réutilisation, c'est vrai que nous on ne fait pas de distinction, comme vous l'avez fait dans le bois. On utilise le mode de réutilisation de composants, d'éléments de construction pour le réemploi. Vous pouvez recourir à cette publication qu'on a fait en 2023 sur la réutilisation des éléments de construction en acier. Donc on va pas aller dans tous les détails, mais il s'agit pour ça de définir les exigences du projet cible et de regarder bien sûr qu'est-ce qu'on a comme matériaux qui sont réutilisables, est-ce que ces matériaux sont adaptés, donc on fait une analyse de ces matériaux sources pour voir si ça correspond à la cible. On étudie pour ça le projet cible, et puis à la fin on peut le mettre en œuvre. Et ça on l'a représenté dans une matrice des chances ou des risques si on veut bien. Pourquoi? Parce que si on vous propose une fois de prendre une pousseraie qui était pendant 100 ans sur une passerelle des CFF, on ne veut pas prendre cette poutrelle après qu'il y a des éléments de fatigue, qu'il y a peut-être des micro-fissures, on ne va pas l'utiliser comme structure porteuse. Ça, c'est un élément typique qu'on va recycler.
qui n'est pas apte pour le faire. Et par contre, le reste, en fonction de la matrice, et vous aurez tout un exemple dans les handouts qui vous permettent d'analyser ça, ou c'est ce que fait après l'ingénieur, d'analyser, voilà, ma cible, voilà la source que je peux prendre, et puis qu'est-ce qui correspond. Dans la SIA, dans toutes les normes, on a énormément sur tout ce qui est lié à l'existant. Donc ça, la 261, on a dans la 263, on a des éléments dans la 269, ça permet de faire le tour. Qu'est-ce qui est important par rapport à ça? C'est bien sûr déterminer les propriétés. Est-ce qu'on a les mêmes propriétés qu'à l'époque? Est-ce qu'elles sont diminuées? Est-ce qu'elles sont entamées? Il y a pour cela des essais destructifs qui existent ou des essais non destructifs qui sont définis. Tous ces essais sont normalisés, ils existent depuis plus de 40 ans, hein. Donc c'est rien de nouveau. Ça existe, ça a un coût, ça veut dire que le maître d'ouvrage, ça veut dire qu'on vous conseille aussi le maître d'ouvrage, il faut lui dire, voilà, il faudrait faire des tests, il faudrait savoir ce qu'on a. L'année de construction d'un ouvrage, l'historique d'un ouvrage, est aussi essentiel. C'est pour ça qu'on se bat pour que les 25 plateformes qui existent sur le réemploi donnent aussi l'historique de l'ouvrage. Typiquement de l'année de construction, pour savoir ce qu'on avait. Après, tout ce qui est lié au plan d'archive, mesure les dimensions, hein, on a des tabelles par rapport à ça. On peut avoir une perte de section liée à la corrosion, ça c'est un phénomène qui est naturel. Puis, vous voyez, parfois les propriétés au niveau des aciéries qui ont produit les aciers ont évolué dans le temps. Donc tous ces éléments-là, on les a récapitulés dans cet ouvrage de l'état de la technique, ce STILTEC sur le réemploi. Enfin, la protection de surface est quelque chose d'essentiel. Hein. Donc la mesure de l'épaisseur de la couche, l'évaluation visuelle qu'on en fait, le contrôle de l'adhérence. Il y a des possibilités de galvaniser à chaud. Ça permet, si on veut bien, de réfléchir la lumière, de réfléchir la chaleur d'un incendie, de tenir plus longtemps avec une structure, mieux résister aux incendies. Et puis, le capital, c'est bien sûr de pouvoir évaluer la durée de vie résiduelle d'une section ou d'un composant. Les métaux lourds, on en a parlé, hein, les produits qui sont toxiques, il n'y a qu'une chose à faire, hein, puis la loi l'OLED le dit clairement, il faut tout de suite éliminer ces substances à la source, on doit dépolluer, on doit enlever tous ces polluants qu'on a dans tous les déchets de chantier pour pouvoir en faire des ressources. Donc ceux qui prédisent et qui promeuvent de laisser l'ouvrage, laisser la section telle qu'elle, tant pis, c'est la prochaine génération qui va le faire et qui va enlever le plomb ou l'amiante. Non, il faut le faire maintenant. On ne peut pas laisser ça aux générations futures. Même chose avec les protections anti-corrosion. Vous trouverez aussi au niveau des tâches et responsabilités, hein, dans le réemploi, dans la réutilisation, on a plus d'acteurs qui sont impliqués. On a parlé de la ressourcerie, on a parlé ensuite des acteurs qui vont récupérer ces éléments de construction, et souvent on n'a pas un match direct entre la cible et puis l'objet source. Ça veut dire qu'on doit inventorier, on doit transporter, on doit stocker. Fribourg, un magnifique exemple où ils ont fait toute la déconstruction sélective, mais ça fait une année où ils cherchent pour une halle magnifique, hein, si vous avez un besoin d'une halle de 30 mètres par 19, la halle polyforme qui a été créée par Philips, qui était patentée à l'époque, elle est à disposition, 30 mètres par 19. Les plateformes de réutilisation. Il y a eu un projet en Suisse il y a 5 ans de faire une seule plateforme de réutilisation des matériaux. L'échec a été parce que c'était trop transparent. Il y en a à l'heure actuelle, hein, je vous parle 20 ou 25 qui existent. C'est un peu fragmenté. Le but pour nous, c'est d'aider à standardiser pour que chacun d'entre vous retrouve ces éléments. Et puis que si on décrit une poutrelle IPE, elle soit partout exactement identifiée comme une IPE 100, S235, et qui pas autrement. Donc il faut une conception qui soit orientée aussi vers la réutilisation. On parle d'éco-design, on parle de désassemblage. 2 minutes, je n'ai pas vu. Moins, on fait vite, on arrive à la fin. Et je suis obligé de vous montrer comme maintenant le deuxième volet. Donc acier réemployé, c'est réutilisé, oui, il faut. Au niveau CO2, au niveau production, le bilan il est à 0, hein, dans toute l'Europe, et c'est quelque chose qu'on peut vendre au maître d'ouvrage. Maintenant, au niveau du CO2, la décarbonation nous occupe aussi. Alors, en Suisse, on a, depuis 2010, par rapport à la valeur européenne qui est de 1100 kg par tonne d'acier produite, on est à la moitié. Ça, c'est la situation en 2010. Depuis maintenant 2023, nous sommes là en bas, on a réduit de 71% par rapport à la valeur traditionnelle utilisée en Europe. On a des aciers à bas carbone qui sont déjà produits par 3 des plus grosses aciéries européennes. Alors, vous savez qu'en Suisse, on n'a pas d'acierie
qui produisent des aciers de construction de profilés, mais uniquement les armatures pour le béton. Ce chemin, il n'est pas fini. Vous voyez la voie primaire là en haut. Cette voie primaire qui a bénéficié de la réduction liée directement à l'hydrogène. En 2026, on l'a représenté là. En 2026, la Suède va produire les premières tôles décarbonées. Ça permettra, par rapport au chemin critique qui était fixé, d'être encore plus rapide et de pouvoir décarboner la filière primaire, étape par étape. Au niveau de la route secondaire, ça veut dire 100% de matériaux recyclés et 100% d'énergie renouvelable. Le chemin utilisera aussi l'hydrogène vert à partir en grande quantité industrielle à partir de 2035 pour arriver au final à une réduction de 96%, soit de la voie primaire, soit de la voie secondaire. Ça c'est résumé ici, je viens pas là-dessus, vous pourrez en profiter. On a fait une comparaison pour vous par rapport à des émissions par mètre carré, c'est des éléments qui sont essentiels. Le Danemark est le premier pays à avoir introduit des limitations CO2. Il y a une semaine, le Danemark a décidé d'être plus rapide pour atteindre les objectifs en 2030. Ils ont diminué de moitié. Donc, dans 6 ans, ils veulent obtenir pas seulement 12,5 kg, mais 6 kg. Donc, vous voyez une comparaison avec le béton et la mélicolée. Un élément important de l'acier, c'est ce ratio. C'est combien on peut porter ou supporter de kilos par mètre carré. Voilà. Au niveau de la portance, l'acier, c'est ce qui représente pour peu de masse, pour peu de tonnage, d'avoir une capacité portante énorme. Un autre exemple ici avec ces constructions qui sont des immeubles multi-étages. La compagnie Ecoacier, cette compagnie a été faite de 2010 en 2014 en Suisse, et on s'aperçoit que le message n'a pas passé. Il n'y avait pas de momentum pour l'économie circulaire. La majorité des gens n'ont pas compris qu'en 2010, on avait déjà de l'acier qui était 100% recyclé. Qu'on avait déjà une valeur en Suisse par rapport à l'Europe qui était la moitié de la valeur. Donc on va relancer cette action avec l'appui des CFF, et j'en viens sur cette dernière slide, l'avant-dernière. Donc on a proposé un modèle au CFF pour pouvoir faire le bilan CO2, dans le but que les CFF promeuvent 2 types d'acier, l'acier réutilisé pour réemployer et l'éco-acier. Pour ce faire, c'est possible au niveau du bilan de faire le bilan du CO2, et il y a une valeur qui est unanimement reconnue par les experts en Europe, c'est 250 francs la tonne. Voilà ce que vaut une tonne émise de CO2 au niveau des dégâts complets créés par cette tonne de CO2. Donc avec 250 francs par tonne qu'on peut éviter lorsqu'on ne fait pas cette émission, ça permet pour les planificateurs que vous êtes de pouvoir investir un peu de son cerveau, avoir quelque chose de plus intelligent, et pour un maître de l'ouvrage aussi, de pouvoir faire quelque chose au niveau économie circulaire qui en mérite le nom. Les 5 premières offres des CFF sont sorties les 2 dernières semaines avec ce critère. Ce critère il va aussi être maintenant utilisé par les CFF pour le béton et après pour d'autres matériaux pour accélérer la décarbonation au niveau des CFF. Et enfin, on pousse aussi tout ce qui est hybride. Alors, il y a plusieurs exemples qui ont été faits avec l'acier et puis le bois. Je vais aussi relever, merci. Et puis un exemple très récent à Folketil où on a la combinaison d'une structure filigrane en acier avec des terres d'excavation. Pourquoi ? Parce qu'on utilise en Suisse 50 millions de tonnes de béton par année. C'est bien. Il y a certaines constructions où on aura toujours besoin de béton. Mais en parallèle, chaque année, on a 70 millions de tonnes de matériel d'excavation et on n'a rien trouvé d'autre que de les enfouir dans les décharges ou bien aller les amener en Hollande. Et ça, c'est une aberration qu'il faut le changer. Voilà, merci beaucoup et puis bonne discussion tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir fait l'exercice d'essayer en 10 minutes de nous donner une vision un peu holistique des différentes problématiques et des exemples qu'on peut trouver aujourd'hui de réemploi. Et donc notre dernière invitée, voilà, je vais vous laisser la parole tout de suite. Bon, voilà, bonjour à tous. Donc moi j'ai une mission de vous passer quelques messages. Rassurez-vous, ça va être beaucoup plus simple que la présentation précédente. Et peut-être que vous allez être frustrés aussi, mais moi j'étais pas du tout arrivé dans le même état d'esprit que mon collègue Laurent. Comme quoi les matériaux ont des approches différentes, mais sont complémentaires. Donc voilà, je vais vous parler au nom de Béton Suisse. Je suis là au nom de Béton Suisse aujourd'hui, mais mon emploi c'est aussi une Suisse, ça a été mentionné par Rodin au début. Voilà quelques slides que m'ont préparé l'équipe de Béton Suisse. On va parler d'économie circulaire et emploi recyclage. Alors, je vais répéter quelques chiffres et peut-être
il faut répéter plusieurs fois le même message pour qu'il entre, ça on connaît. Mais c'est quand même des chiffres, c'est assez difficile de se représenter vraiment ce que c'est, quoi, ces volumes de matière. C'est vrai que quand on parle des déchets en Suisse, on pense tout de suite à nos poubelles, les déchets ménagers, enfin, éventuellement les déchets encombrants, ça. On ne pense pas beaucoup forcément aux déchets de la construction, aux matériaux d'excavation, etc. Donc c'est quand même des chiffres assez pharaoniques. Et puis si on regarde en mètre cube, moi j'étais plus modeste, sur 40 millions de tonnes de besoins en béton par année en Suisse, t'as évoqué 50, en gros ça aussi c'est dans cet ordre-là, ça fait 2 fois plus qu'en France, par tête d'habitant, il faut savoir. Donc on bétonne beaucoup. On bétonne beaucoup pour plusieurs raisons. On a des tunnels, des infrastructures, peut-être on a aussi des moyens de notre société pour investir dans des belles infrastructures. Puis en Suisse, on aime ce qui est picobello, tout bien propre, très bien construit. Et peut-être qu'il y a aussi une autre raison, c'est on a eu Le Corbusier comme architecte, on a eu des gens qui ont beaucoup influencé par vos métiers d'architecte, qui font que le béton était considéré, parce que ça évolue, comme un matériau plutôt noble. Maintenant, on vit cette transition aussi, par exemple, où les bétonneurs ou les cimentiers sont considérés un peu plutôt comme le problème, plutôt qu'autre chose, quoi. Donc, mais malgré tout, ce problème, c'est quand même la solution à la construction en Suisse. Si on utilise autant de béton que ça, peut-être qu'on va pouvoir réduire et remplacer le béton par d'autres matériaux, certainement, mais ça sera qu'en proportion modeste. Ça, il faut être absolument clair là-dessus. On ne va pas pouvoir se passer de béton. Alors nous, en tant que producteurs de matériaux, notre responsabilité, comme pour l'acier, c'est de faire en sorte que ce béton ou ce ciment soit produit de manière la plus propre possible, avec les techniques les plus évoluées possibles, pour réduire son impact. Nous, évidemment, on ne maîtrise pas toute la chaîne, on produit des matériaux qui sont ensuite mis en place par les entreprises, c'est les ingénieurs, c'est les architectes, la responsabilité est partagée. Mais c'est clair que moi j'ai le privilège, on dit mais d'abord une cheminée et un trou dans une montagne, donc le coupable c'est plutôt moi qu'on attaque. Mais en même temps, je crois qu'on est tous convaincus, vous êtes lucides aussi en tant qu'architecte ou ingénieur, il faut trouver des alternatives ensemble, et c'est là comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc ces flux de matière, vous les avez compris, vous avez bien compris, c'est vraiment des masses de matière énormes. Et dans le béton, c'est un peu comme dans l'acier, peut-être pas aussi bien que ça, mais on est à plus de 85% de recyclage de matière quand même, c'est pas rien. Là où ça pêche, c'est le pourcentage du réemploi. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, mais je pense qu'il est homéopathique. Il est clairement homéopathique. Et on n'est pas du tout aussi avancé peut-être que ce que tu as évoqué dans l'acier. L'industrie a fait des gros efforts, on voit ce chiffre, 43% d'efforts de réduction de CO2 par tonne, un peu comme ce qui est démontré dans l'acier. Beaucoup de travail a été fait depuis les années 90. On parlait avant de ciment Portland, un ciment très très riche en clinker. La clinker, c'est la matière qui doit traverser le four et qui monte à 2000 degrés, donc c'est ça qui vient de support, c'est ça qui émet du CO2. Et bien maintenant, dans les ciments, on met beaucoup moins de ce clinker pour réduire l'impact CO2 du ciment. Et puis on essaie aussi d'introduire des éléments issus de la déconstruction. Dans les mélanges ciment, la dernière gamme de ciment, on a des granulats, on a des graves mixtes. Dans le ciment, on a 20% de déchets qui sont non recyclables, qui d'habitude finissent en décharge et sont maintenant introduits, retour dans la recette, dans la composition du ciment. Ça, c'est un moyen pour booster la masse de ciment et réduire son impact carbone. Et c'est aussi une solution pour la société parce que c'est des décharges en moins qu'on doit ouvrir. Parce qu'il y a quand même, on n'est pas à 85%, on n'est pas à 100%, on est quand même toujours à 85%. Donc on voit aussi que l'économie circulaire, si on regarde ce graphique, on a un besoin qui est maintenant de 40 à 50 millions de tonnes, et puis la déconstruction, c'est à peu près 8 millions de tonnes. Donc on peut se dire, super, avec l'économie circulaire, on peut tout régler, mais non, en proportion, on ne peut pas tout régler. Donc on voit, c'est limité, la circularité, elle est limitée par ces ratios-là. Alors oui, bien sûr, on pourrait réduire l'utilisation de béton. Ça, c'est notre job. Mais nous, on n'a pas besoin de plus, on doit trouver, en tant que producteur, des solutions de construction qui sont moins impactantes. C'est ça notre objectif. Voilà, ça c'est une liste de points que j'ai reçus. C'est pas moi qui c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'équipe de Béton Suisse. C'est la liste un peu en vrac de toutes les possibilités d'optimisation dans la construction
qui sont en lien avec le béton. Donc on voit que ça passe de la planification, l'économie des matériaux, on parle de préfabrication, on parle de ciment. On a un choix, on a des gammes de ciment, on peut choisir quel ciment on veut, on va choisir le ciment qui a le plus faible impact, de préférence. On parle de béton neutre en carbone, c'est un peu provocatif. Béton neutre en carbone, vous pensez que c'est possible? Moi, j'y croyais vraiment pas, sincèrement, j'y croyais pas. J'ai vu la semaine passée une présentation du professeur Richner de l'ENPA qui a démontré que c'est même possible de faire des bétons qui stockent du carbone. Personne n'y croit, mais oui, c'est possible. Après, franchement, j'y crois pas personnellement, connaissant la solution qui va sauver la planète. Mais là, la solution, c'était de mettre, à la place des granulats conventionnels, de mettre une part des granulats, c'est des matériaux, c'est des biochars. En fait, c'est des matériaux qui stockent du carbone, et puis c'est comme des granules de matériaux qui a capté du carbone, donc c'est des matériaux qui sont issus de pyrolyse, et puis qui permettent ainsi de réduire drastiquement l'impact carbone du béton. Alors oui, ça existe, mais ce sera peut-être des solutions, comment dire, très marginales. Ce ne sera pas des solutions de masse. C'est ça le problème. On a toutes ces solutions-là, elles sont importantes, mais elles ne vont pas tout régler. C'est une combinaison de solutions qui va nous permettre d'aller vers moins d'impact et moins de béton dans la construction. On parle d'activation des composants de la construction, de réutilisation, de construction hybride. Nous ne sommes pas contre, ce n'est pas la guerre des matériaux. On n'est pas contre le bois, on n'est pas contre les matériaux biosourcés. Je ne sais pas si quelqu'un était là hier soir, il y a eu une conférence sur les alternatives au béton. Moi, je n'ai pas pu venir, mais là, on était dans un mode radical, on veut sortir complètement du béton. Nous, on est ouvert à des alternatives, on est pour les constructions hybrides plutôt. Et finalement, pour moi, c'est un point très important, c'est l'innovation. Il y a des solutions d'innovation, mais qui demandent aussi de repenser les méthodes de travail dans la construction. Et le milieu de la construction, vous le savez peut-être, c'est un milieu plutôt conservateur, qui a de la peine à évoluer. Mais il doit bouger aussi. Là, quelques exemples, je ne vais rien réinventer. Personnellement, j'avais suivi ici une conférence de Julien Pathé. Ce slide-là, tu voulais dire quelque chose là-dessus, non? 2 minutes. Ce slide-là, c'est juste pour évoquer que le béton est durable. Sa durée de vie, elle est estimée au minimum à 200 ans. Il suffit juste de bien le traiter. Et puis là, c'est un exemple de construction où on a repris la structure porteuse en béton du bâtiment. Voilà, il a gagné le prix SIA. Je crois que vous connaissez ce bâtiment, il est à Bâle, c'est Ferreur. À Zurich, un autre exemple de construction relativement durable, parce qu'on n'est pas à 100% durable, parce qu'on a toujours pas mal de ciment et de béton, mais là, on a utilisé en masse du béton recyclé. Ça se fait aussi, un concept vertueux. Il y a aussi la réutilisation, ça c'est un des exemples phares aussi qui est à Bâle, où un parking est déconstruit, on a repris les dalles et les éléments portants pour les réassembler et construire un concept de logement à basse énergie et bas carbone. Donc ça, c'est des exemples concrets qui doivent se répliquer, mais qui nécessitent de revoir complètement les méthodes de construction et puis de former les gens. Il y a des défis de formation dans ces métiers-là. Et je conclus par cette photo que j'ai prise il y a 2 semaines. Il pleuvait, c'est pour ça qu'on voit mon reflet. C'est pour le toit d'une dalle d'un bâtiment que je trouve très inspirant, qui a été inauguré l'année passée, il y a 2 semaines. C'est à Winterthur, c'est un pavillon qui est construit avec des éléments préfabriqués. Et si on voit cette découpe, c'est que c'est des éléments qui ont été assemblés et ensuite scellés par un mortier. Donc c'est des éléments de dalle très fines. C'est sans acier, désolé Laurent, il n'y a pas d'acier là-dedans, pas de structure porteuse en acier. Par contre, ce sont des fibres de carbone. C'est des éléments CPC, Carbon Pre-Stressed Concrete. C'est une innovation qui a été financée par Holcim en grande partie, mais avec l'aide de l'école d'ingénieurs de Winterthur et puis des entreprises, quelques autres entreprises privées. Pour moi, c'est le futur, c'est construire des éléments préfabriqués sans acier, qui soient réutilisables, qu'on puisse facilement démonter, qui sont modulaires. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup la manière de repenser la construction, et c'est là le gros défi. Certainement qu'il y a des coûts aussi supplémentaires, c'est plus cher qu'un béton traditionnel, donc là aussi,
on a un défi pour rendre ce modèle attractif. Ce pavillon de Winterthur, il est en location, donc on a changé aussi la méthode. On ne vend plus un matériau, on prend la responsabilité et on garantit sa durée de vie à 100 ans. Ça, il loue 700 francs par année, non 7000 francs par année à Lyon, et les matériaux nous appartiennent. Donc nous louons 7000 francs les matériaux de ce pavillon à la ville de Winterthur. Donc on a aussi changé ça c'est le futur, mais c'est des éléments pilotes. Et je pense que tous ces éléments pilotes dont on a parlé aujourd'hui, ces exemples de construction, c'est le nucléus qui doit germer et qui doit se développer pour l'avenir, pour décarboner notre construction. Et rendre aussi les matériaux et réduire l'extraction de matières premières. C'est ce défi. Voilà, je crois que j'ai passé l'ensemble de mes messages. Et je te rends le micro. Merci beaucoup. Je vais inviter l'ensemble des invités à prendre place devant vous afin de commencer les questions. Je vous remercie tous d'avoir joué le jeu et finalement de nous avoir offert pas mal d'exemples concrets de réemploi, d'avoir finalement suivi cet exercice. Oh, sympa. C'est pas grave, ça tombe. J'avais juste une petite slide, mais c'est pas grave, on va faire sans, pas de souci. Ce qu'on a pu voir, c'est donc beaucoup d'exemples de réemploi en bois, dont un qui était commun au bois et à l'acier. On va peut-être pouvoir revenir un peu sur ce sujet. Merci également de nous avoir fait une petite vision holistique et sur l'histoire du réemploi et de nous montrer qu'il y avait énormément d'exemples. Et on va aussi peut-être revenir dessus. Merci également de nous avoir montré toutes les problématiques auxquelles on doit se confronter dans la construction, mais également d'avoir proposé quelques outils politiques et également outils systémiques qui vont peut-être nous permettre d'aller de plus en plus vers le réemploi de matériaux. Et puis merci également d'avoir fait un petit tour de le système de production et de finalement des différentes stratégies que l'on peut employer pour être de plus en plus durable. Donc on a vu à la fin un système de leasing, finalement c'est changer notre méthode de consommation, pardon. Mais également donc aller tendre vers le recyclage. Et la petite slide que je voulais vous montrer, c'était finalement pour parler de durabilité. On a plusieurs stratégies possibles, et donc soit on se réfère au matériau lui-même et on essaye donc de limiter l'empreinte ou l'impact écologique de la matière, et donc c'est notamment une des stratégies employées aussi bien dans le béton que dans l'acier. On peut également modifier le concept et donc chercher à être le plus efficace dans le matériau qui va être employé, et donc ça peut amener aussi à des solutions hybrides avec ces différents matériaux. On a eu quelques exemples par nos invités. Et puis dernièrement, augmenter la durée de vie. Et donc peut-être arrêter de démolir et chercher à réemployer soit les bâtiments tels qu'ils sont, soit uniquement les éléments. Je vais donc peut-être commencer par vous poser des questions. Est-ce que donc du coup vous avez été amené à faire du réemploi d'éléments, et est-ce que donc on a vu que les méthodes pour évaluer un élément pour savoir s'il était possible de le réemployer sont assez similaires à la rénovation, que quelque part on a bon, hein, c'est déjà là. Est-ce qu'il y a d'autres points, des petits points comme ça qui peuvent freiner le fait de réemployer ces éléments ou de pouvoir les caractériser? Est-ce que vous avez quelques exemples ou quelque chose que vous pourriez nous partager? Ouais. On a suivi très en amont avec le bureau In Situ, qui est spécialiste de la déconstruction et du réemploi, où il y avait les points d'achoppement cruciaux. C'est souvent le TAL qui décide, oui, je vous donne un mois à disposition pour déconstruire. Contrat qui est fait entre l'entrepreneur total et puis celui qui va venir déconstruire, c'est-à-dire que le temps n'est pas donné à disposition pour faire ça. Ça c'est souvent la première clé qu'il faut maîtriser, c'est le timing
et avoir vraiment l'aval du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur total, dire non, là, je veux ma chance, j'ai le droit de déconstruire ça à mon voulu, donner aussi la chance à la ressourcerie de pouvoir faire, parce qu'il faut pouvoir faire un impair. Et puis après, les embûches, bon, au-delà des coûts, hein, on pense que les coûts, c'est de l'ordre de 30% en plus quand on fait du réemploi. Donc se dire qu'on doit pouvoir mettre ça dans le bilan, il faut le considérer en amont. Ça coûte plus cher, c'est normal, il y a plus d'opérations et tout. Et puis le dernier point, c'est après les contraintes. On a nos fameuses normes qui disent, voilà, les vibrations, le bruit, l'acoustique, tous ces éléments-là, il faut qu'on fasse des sacrifices, hein, chers collègues. Il faut qu'on apprenne à renoncer à certaines choses, parce qu'en utilisant le réemploi, si on veut pousser le réemploi et l'économie circulaire, on ne peut pas avoir toutes les exigences qui sont parfaitement remplies dans les cases, et puis dire c'est bon. Donc on doit apprendre à renoncer pour offrir la chance à l'économie circulaire de s'établir pleinement en Suisse. Oui, c'est vrai, quand j'ai fait ma présentation, j'ai aussi mon collègue de jury qui m'a dit ah, attention, tu parles de la norme sur la maintenance des structures, si c'est en neuf, non, il faut prendre les normes pour le neuf, et c'est vrai que ça peut amener certaines contraintes que l'on veut réutiliser en particulier pour la structure. Mais après, il y a quand même, en tout cas, pour il y a beaucoup d'outils en fait pour qualifier les éléments en tout cas structuraux, même en réemploi. Et le premier outil, c'est assez pratique avec le bois, c'est l'œil, c'est la taille des nœuds, les fentes, etc. On n'a pas forcément besoin de faire beaucoup d'essais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, comme pour le métal, en tout cas, de filière qui s'en occupe, qui prend cette responsabilité, donc c'est chaque bureau d'ingénieur qui doit le faire. Et sinon, il y a des outils aussi plus. On peut mesurer sur place avec des ultrasons. Silvatest, par exemple, on fait 2 trous dans une poutre et puis on peut déterminer sa capacité portante effective, ce qui permet aussi d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de bois utilisés qui ont une bien meilleure capacité portante que celle décrite dans la norme, et puis en la mesurant in situ, on peut peut-être des fois éviter certains renforts. Alors ça marche essentiellement pour la rénovation, mais on peut tout à fait faire l'analogie pour l'emploi. Donc en requalifiant des bois, donc c'est plus du C24 pour ceux qui ont tout, mais on peut être en C40 en mesurant la vraie valeur, en faisant attention aussi, il n'y a pas de fente, etc. Mais c'est des outils qui existent et puis qu'on utilise aussi beaucoup en rénovation, mais qui pourraient tout à fait s'inscrire dans une méthodologie plus globale pour de la rénovation et permettre justement de contourner un peu ces problématiques qu'on peut avoir, d'atteindre le niveau de l'existence sur des choses anciennes, sans rajouter trop, juste pour un confort peut-être. Mais qui est normatif aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment choisir de déroger aux normes? A priori, oui. Voilà, je fais ce qu'il veut, mais qui prend la responsabilité, c'est quand même une grande thématique qui reste là. Même problématique pour béton, hein. Il y avait un exposé de Julien Paté il y a quelques temps ici, où il explique très bien contraint la qualité de l'ouvrage. Il fallait aussi faire des carottages sur les dalles en béton, s'assurer que ça répond à toutes les prescriptions de normes, etc. Donc tout le monde, aucun ingénieur n'a envie de lâcher sur la sécurité. Il a sa responsabilité personnelle engagée, il faut bien se rappeler ça, quoi. Donc c'est quand même toujours ça qui est délicat, je dirais. C'est là où les maîtres d'ouvrage publics ont un rôle crucial à jouer. Et si vous devez mettre en avant un canton qui est extrêmement avancé, c'est Bâle. Bâle a développé par rapport à l'économie circulaire une stratégie où le canton, tout ce qui est lié aux ouvrages qu'ils ont, ils vont piocher dans ce centre COP et ce garage que vous avez vu là. C'est leur dépôt, c'est leur stock vivant, dynamique de pièces qu'ils peuvent réutiliser. Et ils ont complètement remis en question. Jusqu'à la décharge qu'ils avaient, qui avait été remplie, là, c'était le record de Suisse, une décharge de 40 ans remplie en 9 ans, parce que les prix étaient trop bas. Ils ont artificiellement doublé les prix au niveau de la décharge. Elle va être augmentée, il y aura un nouveau volume, mais ce volume, il est maintenant contingenté pour pousser l'économie circulaire. Et comme les bureaux d'ingénieurs, les architectes jouent le jeu, il y a maintenant une demande qui est créée pour le réemploi. Et ça permet vraiment de donner une dynamique qui est impressionnante, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'exemples qui nous viennent maintenant de Bâle. Au niveau de la norme, la bonne nouvelle, c'est que nos experts suisses, en toute entière, cette fois, ont fait un super job. Il n'y a pas de révolution avec les Eurocodes de deuxième génération. On a réussi à placer les 269, donc tout ce qui est transformation de l'existant, ça vient dans les Eurocodes de deuxième génération. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont déjà complètement dépassées.
Est-ce que dans le public, on a quelques exemples d'emplois où des gens ont été confrontés à quelques freins, aussi bien au niveau de système de production et de la conception, peut-être des temporalités qui ne conviennent pas à la déconstruction? Non, personne n'aimerait prendre parole. Sinon, moi j'ai plein de questions, donc on peut poursuivre. Du coup, on a vu qu'il y avait donc pas mal de stratégies vis-à-vis de la production de matière. Et moi, j'aimerais aussi qu'on parle, parce que j'ai l'impression qu'on avance quand même pas mal au niveau de comment est-ce qu'on peut être de plus en plus durable. Mais comment est-ce qu'on peut peut-être moins produire? Est-ce que vous, c'est des stratégies aussi auxquelles vous pensez? Comment est-ce que donc, du coup vos entreprises peuvent rester viables si finalement il y a une demande qui est moindre? Et deuxième chose, c'est comment est-ce qu'au niveau de l'extraction, est-ce que vous arrivez à peut-être à faire moins appel à la matière première? Alors bon, dans l'acier c'est déjà beaucoup fait, mais puisque on fait face à une crise climatique, on fait face à une crise environnementale également, et que donc, du coup la matière tend à manquer de plus en plus, et que finalement ça reste un défi auquel on va être confronté. Je pense plutôt pour la main. Ça c'est bon, ouais, mais il faut que je sois court. Non, on a évidemment un défi énorme avec les ponts, on a beaucoup entendu dans les médias le sujet de la carrière, l'extension de carrière, peut-on encore continuer? Juste pour donner l'exemple, le permis de carrière, on s'était projeté pour 10 ans supplémentaires, donc on avait mis une demande pour faire de l'extraction avec le volume qu'on avait mis à l'enquête, on imaginait tenir jusqu'à 2030. Aujourd'hui, avec ce même volume, on se projette à 2060. C'est juste pour vous dire qu'on a repensé le modèle. Donc, et ça, c'est vraiment lié en partie à l'économie circulaire, mais pas seulement. C'est aussi dans les méthodes de construction. On essaie aussi d'accompagner aussi des entreprises. Il y a des journées à l'EPFL Holcim ou à l'ETHZ aussi, où on invite des professeurs, des ingénieurs, qui vont nous parler de solutions de construction pour épargner, pour construire moins de volume de béton. Donc c'est un peu paradoxal, on a aussi, un journaliste m'a aussi posé la question, c'est un peu schizophrénique votre truc, parce que nous on vend un matériau, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, mais en fait on est obligé, nous comme l'électricien, qui doit accompagner ses clients pour réduire sa facture d'électricité, réduire sa consommation, parce que c'est juste une question de crédibilité et de vision long terme. C'est aussi pour sécuriser le business au long terme. Donc on a parlé d'un matériau innovant, ce CPC, vous tapez CPC Holcim, vous avez plein d'infos, je vous invite à le faire. Je n'ai pas fait un long exposé, mais là, il y a des exemples très concrets de comment construire un bâtiment avec 3/4 de moins de béton. Donc, c'est 25% de volume de matière comparé à un truc traditionnel, un bâtiment traditionnel, qui est pour le même ouvrage. Je parle exactement du même ouvrage. Alors, c'est plus cher, c'est plus complexe, mais à mon avis, c'est le coût aussi de la transformation qui doit être payé, sinon les matières traditionnelles sont encore trop bon marché. C'est aussi ça le problème. Et surtout en Suisse, on a un problème, c'est que la main-d'œuvre est très chère. Donc les entreprises de construction, elles veulent aller vite. Donc on n'a pas intérêt, le béton est trop bon marché encore actuellement pour qu'on l'épargne. Il y a beaucoup de gaspillage de béton. Alors à l'époque, on ne parlait pas, on était contents. Hein. Je peux le dire pour les anciens, ils ont fait de l'argent comme ça. Mais maintenant, on ne peut plus se permettre de laisser aller ce gaspillage. Donc, par exemple, une dalle de béton, on fait une dalle équipée, voilà, on met toutes les infrastructures, l'électricité, l'eau, etc. Puis après, on va remplir tout ça de béton, c'est vite fait, mais c'est mal fait au sens durabilité, parce qu'une fois qu'on va déconstruire ce bâtiment, comment on va faire avec cette dalle où tous les éléments, tous les équipements sont scellés dans la masse de béton? On n'a pas besoin pour la structure porteuse d'avoir des bétons de cette épaisseur sur une dalle, c'est absurde. Ben là, typiquement, avec ce CPC, cette solution-là, on vient avec les caissons. Et c'est des structures préfabriquées qui sont toutes légères, où il y a des passages pour les câbles, des passages pour les tuyaux, pour l'eau, etc. Et bien on peut démonter ces éléments, et puis on évite de faire la surconsommation de béton. Voilà, c'est ça la vie. Moi je crois. Voilà. Je vais peut-être un petit complément pour l'acier, dans tout ce qui est acier de construction. Nos experts mondiaux pensent qu'en 2055, le niveau de volume de matériel, le volume d'acier qu'on a dans la construction va suffire à fermer parfaitement le cycle. Ça veut dire qu'en 2055, on ne va plus extraire de minerai de fer pour la construction.
peut-être encore pour l'automobile, pour la chimie, mais pour la construction, on n'aura plus besoin. Parce que comme il est recyclé indéfiniment et qu'il ne perd pas en qualité, c'est notre chance. Le cuivre, c'est ce qui influe beaucoup les capacités, qui change les propriétés de l'acier. Et comme le cuivre a une valeur énorme, le cuivre il est toujours enlevé à temps. Et il n'est pas fondu en même temps que l'acier. Mais en 2055, on n'aura plus besoin d'acier parce qu'il y en a suffisamment dans le volume bâti. Et puis nous, on pousse alors tout ce qui est transformation existante, renforcement, pouvoir rejoindre les bâtiments, éviter de détruire ce capital qu'on a au niveau de l'énergie grise. Et puis, il ne faut pas se leurrer, au niveau de la société suisse d'ingénieurs architectes, on penche avec les différents workshops et on pense que d'ici 3 ans, on va reprendre le modèle des Danois, où il faudra montrer pas dedans, il faudra montrer le bilan carbone de son ouvrage, et puis il ne faudra plus seulement avoir une variante, il faudra prouver qu'on a d'abord fait un projet de réaffectation, d'assainissement, de remise en état, de rénovation, et seulement après peut-être motiver pourquoi je devrais faire là un nouvel ouvrage. Et on pense que la pression va être telle qu'il faudra introduire ce mécanisme, et là au niveau suisse. Les cantons sont beaucoup plus précurseurs, mais on pense qu'au niveau suisse, ça va venir très très rapidement, et que la Suisse, qui très longtemps s'est dit on est pionnier au niveau circulaire, on a tout fait, c'est génial. Non, on s'est fait clairement dépasser par l'Europe, et le Green Deal européen a un impact majeur qui va nous propulser, on peut dire, vers les comètes de l'économie circulaire. Donc tout ce qui ne s'est pas fait ces dernières années, ça va se faire maintenant très rapidement. Donc je suis, on vient d'humeur confiant pour dire oui, on va maintenant dans la bonne direction après avoir fait beaucoup de bêtises. Oui, nous, les arbres qui poussent, on s'est moins posé la question, non, c'est vrai. Voilà, mais juste pour dire qu'effectivement, on ne rase pas les forêts pour construire en bois aujourd'hui, on n'est pas prêt de le faire, pas d'inquiétude, on peut encore construire un petit peu plus en bois qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant que les efforts ne sont pas faits pour quand même optimiser les solutions constructives dans la filière bois. Voilà, quand on parle d'ossature, de solivage, c'est du filaire comme en métal. Et du coup, ce vers quoi tend le béton dans l'optique qui a été décrite. Donc du préfabriqué, des caissons, c'est l'optimisation de matière de base. Et moi je pense que la solution elle est aussi là, c'est pas le choix du matériau, biosourcé ou pas. C'est un des bras de levier, mais l'optimisation au sens large, à l'échelle du bâtiment, c'est quand même la clé et le nœud. Et c'est vrai que les solutions constructives, optimisant la matière, la mettant là où elle sert, la structure, etc., c'est la première chose à faire. Donc on le fait quand même aussi dans la filière bois. Et puis voilà, la filière bois, elle fait attention effectivement à ce que l'accroissement de la forêt reste excédentaire, donc que la forêt grandisse, c'est le cas actuellement en tout cas pour la Suisse, donc on ne va pas raser des forêts pour résoudre le problème des matériaux, voilà, ça n'a pas de sens non plus. Et puis nous on a d'autres contraintes après sur l'évolution de la forêt, son changement, puis ça c'est d'autres combats internes à la filière bois qui sont aussi assez intéressants pour que ça dure le plus longtemps possible. Il y avait une question, je crois, dans le public, et après je vais sûrement réagir à ce qui vient d'être dit. Bonjour, je vous remercie pour les présentations que vous avez faites. J'ai une question de précision par rapport au fait qu'on diminue le volume de béton dans les constructions. Est-ce que, il me semble peut-être que je me trompe, qu'une dalle fine avec beaucoup d'acier, pour la capacité portante, a plus d'impact environnemental qu'une dalle épaisse avec moins d'acier d'armature? Est-ce que du coup ça c'est pris en compte quand on calcule et qu'on dit qu'on diminue le volume, du coup c'est mieux que... Alors oui, en tout cas, les ingénieurs éclairés font attention de ne pas surdimensionner et de ne pas surcompenser. Le problème, c'est que même maintenant encore, les aciers et les armatures sont des fois surdimensionnés. Donc maintenant, n'importe quel ouvrage, souvent on a mis 5 bretelles, parachute et les gens de donc on a mis beaucoup de sécurité. Souvent, c'est aussi lié parce qu'en fait, on n'avait pas la pression, justement, d'économiser tellement ces matières qui, au regard des autres coûts, sont négligeables. C'est toujours un aspect financier qui est pour l'instant encore l'élément le plus décisif, malheureusement. Je pense que s'il y a aussi des contraintes, un cadre qui évolue, un cadre légal qui évolue, on va pouvoir évoluer. Mais pour répondre à votre question, en tout cas, les modèles que j'ai vus, c'était pas le bilan était quand même intéressant. Et c'est surtout lié au fait qu'on n'a pas toujours bien optimisé l'acier, la structure. Oui. Vous
avez dit tout à l'heure que le béton actuellement n'était pas assez cher. Vous êtes représentant d'une entreprise qui vend du béton. Et le béton suisse, quelle est votre stratégie pour augmenter les prix? Est-ce que vous êtes plutôt dans une stratégie proactive ou en tant que producteur et commerçant cette matière, ou vous attendez que ce soit le politique qui agisse et qui agisse par rapport au politique? Alors, bonne question. Alors, c'est clair que si je dis qu'on doit augmenter les prix, évidemment, vu que je suis un salaire qui vient de cette industrie, ça ne sera peut-être pas très objectif, mais il y a quand même clairement, c'est toujours une histoire de proportion, c'est qu'on regarde les coûts de main-d'œuvre, hein, c'était ça la question. Mais si on regarde au niveau international, on a des prix qui sont compétitifs en Suisse, peut-être légèrement plus importants. Mais si on double nos prix, on aura de l'importation et ça sera beaucoup plus petit, beaucoup plus de nuisances, etc. Ça ne sera pas la solution. Quand il y a eu la chute du taux plancher de l'euro en 2015, tout de suite, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de clients ont switché sur des ciments italiens qui passent simplement par camion. Voilà, pour gagner 2 francs la tonne, on se pose des questions, mais c'est malheureusement ce que je disais, c'est que le porte-monnaie est souvent l'élément plus décisif encore dans ces milieux. C'est-à-dire que dans la construction, il faut savoir, les marges sont très faibles. Donc, tout ce qu'on peut économiser à gauche à droite, ça a un impact très important. Donc, je pense que le cadre légal va nous permettre aussi de faire les prix des matériaux. Bien sûr, s'il y a la loi sur l'économie circulaire, on est en train de voter dans le canton nouveau, que ce soit inscrit dans la Constitution au niveau fédéral, ça évolue aussi beaucoup. Je pense que le cadre légal va nous permettre d'évoluer pour être un peu plus cohérent avec ces questions de prix par rapport à la vraie valeur, si on veut bien, les matières. Holcim, juste pour la petite info, le Holcim, ça a les prix les plus élevés. Parce qu'on a une stratégie pas de volume, mais de qualité. Et on est réputé pour être le plus cher du marché en Suisse. On a plus de la moitié du part du marché. Je crois que vous avez un rôle clé. C'est lorsqu'il y a une déconstruction sélective qui doit se faire, il faut le mettre dans la soumission, mais clairement, avec les différentes positions, et arrêter de mettre seulement une position avec un forfait pour une déconstruction, pour que le maître d'ouvrage soit conscient que ça a un coût. Et ça permet, lorsqu'on le met de façon transparente, après d'avoir des matériaux qu'on réutilise qui ont le même coût que les autres matériaux, les nouveaux matériaux. Mais la position du surcoût, on se rend compte que c'est lié à la déconstruction. L'éco-acier, donc 100% matière recyclée, puis 100% d'énergie renouvelable pour la production, ça coûte plus entre 0 et 6%. Réaction des CFF, c'est clair, en béton recyclé, c'est 20 à 30% plus cher. Mais par contre, pendant 4 mois, le management des CFF, même s'il y avait 20 acteurs à table qui avaient dit oui, on y va, le management a d'abord bloqué. On a dû refaire une séance pour leur montrer qu'au niveau des 2 projets concrets qu'ils nous avaient donnés, le bilan CO2 était 10 fois plus cher que ce dont on parlait d'augmentation, c'était les 4%, en l'occurrence pour ce projet. Et c'est ce qui a fait vraiment l'élément déclencheur, de dire que ça coûte 10 fois plus cher si je n'investis pas ces 4%. Mais notre rôle comme association, au niveau des acteurs qu'on représente, c'est de créer la demande pour l'acier réutilisé, employé, et l'éco-acier pour n'avoir plus que ça en Suisse. Après, il y a automatiquement un effet de volume qui entre et qui fait que le prix de l'acier sera le prix de l'acier normal. Mais c'est normal qu'au début, il soit encore un peu plus cher. Moi, je vais me permettre de rebondir, puisque là, on parle depuis un petit moment des aspects économiques et des coûts. Et donc là, on parle de production neuve ou de matériaux innovants ou de recyclage. Et donc, du coup, je vais prêcher ma paroisse avec le réemploi, puisque donc le réemploi, il y a eu une étude notamment faite au laboratoire par ma collègue Célia Köpfer qui est là, à qui vous pourrez certainement poser des questions, qui prouve que finalement, même si le réemploi, pour l'instant, c'est pionnier, il n'y a pas énormément de développement de réemploi, de projets de réemploi, de plus en plus, mais c'est pas encore la norme. Et bien au niveau des coûts, on est parfois plus cher, mais parfois aussi moins cher, ou au même prix que du neuf. Et du coup, moi j'ai quelques questions pour vous, c'est est-ce que, puisqu'on commence à se positionner sur d'autres valeurs économiques, mais aussi donc la valeur du CO2, des impacts CO2, ou aussi on pourrait imaginer s'intéresser aux impacts sociétaux, est-ce que vous intégrez peut-être dans vos bureaux des nouvelles professions ou
nouveaux pôles qui visent comme ça à donner du chiffre sur les impacts, à comparer peut-être différentes solutions pour au final aller tendre vers la solution qui serait la plus appropriée au projet. Est-ce que du coup votre métier change ou vos métiers évoluent également? Alors le mien pas, parce que je fais pas de projet, mais oui, je suis assez persuadée que, en tout cas, mon métier c'est dans un bureau d'études d'ingénieur. Oui, je suppose que ces questions-là, elles doivent être traitées par effectivement en premier lieu d'un point de vue chiffré, ou trouver le cadre de comparaison par effectivement les deux bureaux d'ingénieurs quels qu'ils soient, pour pouvoir faire ces comparaisons-là. Alors est-ce que ça évolue? C'est des choses qui existent. Oui, on fait ces critères aujourd'hui d'énergie grise, on peut tout à fait rajouter d'autres critères avec d'autres pondérations indexées sur la densité, le volume de matériaux. Ça ne me paraît pas du tout compliqué à mettre en place. Et c'est évident que ça va se faire. Après, ça va se faire à travers, effectivement, d'abord peut-être des labels, pour que ça cadre, qu'on ait tous les mêmes chiffres, qu'on compare des patates avec des patates et pas avec des carottes. C'est ça l'enjeu, mais en tout cas, c'est pas très complexe à rajouter dans un process comme il se fait aujourd'hui pour la construction. Alors après, peut-être, vous avez plus d'expérience que moi, concrètement, comment ça est mis en place. Pour moi, en tout cas, oui, c'est intégrable, sans aucun souci. On voit cette pression avec les rapports ESG, c'est quelque chose qui vient au niveau européen. D'ici 3 ans, 2027, obligé, toutes les sociétés en Suisse, pas seulement au-delà de 250 personnes, annuels, mais vont avoir leur rapport. Caisses de pension qui changent leur philosophie, qui doivent avoir des éléments d'économie circulaire qui soient pris en compte. Au niveau de la stratégie, on a maintenant différentes facettes circulaires, alors qu'avant, on avait peut-être tendance à écarter ces facettes parce que ça va briser la routine, ça va être plus coûteux, ça va être plus pénible. Donc maintenant, on est obligé de le faire. Donc ça bouge. Et puis pour répondre à ta question précise, changement au niveau de la profession, oui, clairement. Le but, c'est aussi ces projets d'alliance intégrés, ces projets de gestion intégrée de projets, qui sont essentiels parce que ça permet d'optimiser un projet en amont. Et si on veut faire du désassemblage, si on veut réfléchir sur un ouvrage qui a une durée de vie, un pont 80 ans en Suisse, un industriel 10 ans, on doit pouvoir aussi réfléchir en amont, mais tous les acteurs à table. Et pas comment espérer que peut-être l'entrepreneur va faire une variante d'entreprise, c'est trop tard. Il faut pouvoir optimiser le projet très très en amont. Et c'est pour ça que je suis un fan de ces tables rondes. Nous, ce qui a pu se faire au sein de l'association, on a vu tout ce qu'avaient fait les aciéries pour améliorer le bilan carbone, mais nos constructeurs de charpente métallique, les 150 plus gros ingénieurs d'architecture qu'on représente, on dit voilà, nous, les charpentiers, d'ici 2030, amener à zéro leur émission de carbone, et les planificateurs, on a dit voilà, vous pouvez certes pousser l'hydroélectrique, mais c'est pas là votre levier. Votre levier à vous comme planificateur, c'est la planification écologique. C'est l'éco-design, c'est de considérer les éléments d'économie circulaire et de persuader le maître de l'ouvrage que c'est maintenant une seule voie possible. Eh ben, il me semble, je sais qu'il y a une question, mais il va falloir du coup la poser en personne puisqu'on a apparemment plus le temps. Je vous remercie beaucoup et merci beaucoup. Moi aussi, j'ai encore beaucoup de questions en fait à vous poser parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir comme ça des invités qui représentent un peu ces 3 matières primaires. Donc, je vous invite tous à prendre un sandwich si ce n'est pas encore fait et à du coup saisir l'opportunité de questionner nos invités. Merci à vous tous et bonne nuit.